Après 5 ans de sacrifice, mon père a tout légué à ma sœur, l'enfant chéri. Au lieu de m'emporter, j'ai souri, rendu les clés et la procuration. Mais en lisant ma lettre, il a vite compris que son choix se changerait en cauchemar. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 34 ans. Et le moment le plus calme de toute ma vie a été celui où j'ai tendu à mon père le dossier de procuration et les clés de sa villa sur la Côte d'Azur avec un petit sourire presque poli. Félicitations, ai-je dit, parce qu'après 5 ans à dormir sur des chaises d'hôpital, à mémoriser des plannings de médicaments, à annuler mon propre avenir et à maintenir à flot une entreprise qui aurait dû s'effondrer 2 fois. J'avais enfin appris que les mots les plus silencieux peuvent être les plus tranchants. Ma sœur était de retour depuis 8 semaines. 8 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu pour que mon père s'assoie en bout de table lors d'un dîner privé d'actionnaires, s'éclaircisse la gorge comme un roi réécrivant l'histoire, et annonce qu'elle hériterait de l'entreprise, des propriétés, du patrimoine et du nom de famille qui y était attaché. Ma part, apparemment, était de 50 000 €, un mince sourire de l'avocat de la famille et la suggestion que je fasse enfin quelque chose pour moi-même. Je me souviens du poids des clés dans ma paume, du cliquetis de mes ongles contre le dossier en cuir, de la façon dont la robe couleur champagne de ma sœur captait la lumière du lustre pendant qu'elle me regardait comme si j'étais censé être reconnaissante d'être congédiée si proprement. Je me souviens aussi du moment exact où mon père a ouvert la lettre que je lui avais laissée. Son visage a changé avant même qu'il n'atteigne le 2e paragraphe. Le sang lui est monté au cou. Sa main s'est crispée sur le papier. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, à travers cette salle remplie d'investisseurs, de parents, de journalistes et de membres du conseil d'administration, et a hurlé, « Tu ne peux pas être sérieuse. » La salle est devenue silencieuse. Pas moi. Je suis resté assise là, j'ai souri une fois et j'ai laissé tomber le premier domino. 5 ans plus tôt, je ne préparais pas une vengeance. Je préparais un lancement. J'avais une présentation commerciale ouverte sur mon ordinateur portable, un billet de train pour Saint-Étienne dans mon sac. Et un concept de start-up que je développais depuis 11 mois, un cabinet de conseil en croissance pour les marques alimentaires indépendantes qui voulaient se développer sans perdre en qualité. Il me restait un appel avec un investisseur avant de pouvoir enfin arrêter le freelancing et concrétiser mon projet. Puis mon père s'est effondré. Une rupture d'artère a conduit à une opération d'urgence. L'opération a entraîné des complications. Les complications ont mené à des mois de rééducation, et les mois sont devenus des années de semi-rétablissement, d'entêtement et de gestion sans fin. Il a survécu, mais pas sans séquelles. Il pouvait encore prendre des décisions, aboyer des ordres, insister sur le fait qu'il allait bien, mais il ne pouvait plus gérer sa vie comme avant. Et il ne pouvait certainement pas maintenir la stabilité des provisions du bois, sans quelqu'un pour faire le travail invisible sous ses ordres. Les provisions du bois étaient une épicerie familiale de caractère. C'était une entreprise lyonnaise de taille moyenne spécialisée dans la logistique alimentaire et les plats préparés haut de gamme, avec des contrats dans des hôpitaux, des universités, des hôtels de charme et des cafétérias d'entreprises privées. Pendant des années, mon père l'avait traitée comme un royaume. Du jour au lendemain, elle est devenue un patient en soins intensifs avec des factures. Ma mère était déjà partie depuis 2 ans. Ma sœur Chloé était à Paris, construisant ce qu'elle appelait une marque de style de vie de luxe, ce qui signifiait surtout des brunchs coûteux, des sacs à main empruntés et des légendes sur le leadership féminin écrites sous des publications sponsorisées. Alors, je suis resté. J'ai annulé ma présentation. J'ai emménagé temporairement chez mon père. J'ai appris à lire des comptes rendus de cardiologie, à comparer les demandes de remboursement d'assurance, à organiser le transport pour la kinésithérapie et à reformuler les gammes de menus parce que l'homme qui s'était autrefois moqué des bêtises de la nourriture saine, avait maintenant besoin de repas à faible teneur en sodium, mesurés à la cuillère à café près. Je répondais aux emails des fournisseurs à 4h20 du matin. J'ai renégocié un contrat d'emballage lors d'un suivi aux hôpitaux universitaires de Genève. Je préparais des bilans de trésorerie hebdomadaires en attendant que son orthophoniste ait terminé. J'ai laissé le bail de mon appartement se renouveler automatiquement pendant 18 mois sans vraiment y vivre. Je me disais que ce n'était pas pour toujours. Je me disais que la famille se souvenait de qui se tenait à ses côtés quand tout s'écroulait. Ce mensonge a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. Mon père s'est suffisamment rétabli pour présider à nouveau les réunions, mais uniquement parce que je gérais les choses que personne n'applaudit, les litiges avec les fournisseurs, la gestion de la paie, les appels pour rassurer les clients. Le problème d'étiquetage avec la DGCCRF qui aurait pu se transformer en procès,
les manques de personnel pendant la semaine de Noël, les recours auprès de l'assurance maladie, la préparation des audits de cuisine, le remplacement de 2 directeurs des opérations en un seul trimestre. Publiquement, il était de retour. En privé, il comptait encore sur moi pour presque toutes les décisions pratiques qui maintenaient l'entreprise en vie. Puis Chloé est rentrée 8 semaines avant ce dîner d'actionnaires. Elle est arrivée dans un SUV noir avec 6 valises assorties, des lunettes de soleil chères et le genre de confiance que les gens confondent avec la compétence quand ils veulent déjà croire à l'histoire. Elle a serré notre père fort dans ses bras, a pleuré juste au bon volume, en 24 heures, elle avait réécrit le récit familial. Soudain, ces années d'absence étaient une exposition à des marques internationales. Sa distance était une indépendance stratégique. Son absence totale pendant la rééducation est devenue le respect de la dignité de papa pendant qu'Éléonore gérait le quotidien. Gérer le quotidien. C'est ainsi que 5 ans de travail non rémunéré, d'épuisement émotionnel et d'ambition reportée ont été traduits dans notre famille. Le quotidien. Lors du premier dîner après son retour, elle a fait tournoyer de l'eau pétillante dans un verre à vin et a dit devant ma tante, mon oncle et 2 conseillers du conseil d'administration, Éléonore est incroyable pour prendre soin des autres. Vraiment. Mais diriger l'avenir d'une entreprise demande une autre fibre. Mon père a hoché la tête. Il a vraiment hoché la tête. Je me souviens que ma main s'est resserrée sur ma fourchette si fort que mes jointures sont devenues blanches. Personne n'a remarqué. Ou peut-être qu'ils l'ont fait et ont décidé qu'il était plus simple de ne pas le faire. C'est cette nuit-là que j'ai compris quelque chose que j'aurais dû accepter plus tôt. Je n'avais pas été aimé pour mes sacrifices. J'avais été utilisé par eux. Et au moment où ils ont pensé que je n'étais plus nécessaire, ils voulaient que je disparaisse proprement, avec gratitude, en silence. Avez-vous déjà eu l'impression d'être effacé tout en étant assis à table? C'était la sensation exacte. Pas un chagrin d'amour, un effacement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que disparaître n'avait jamais vraiment été ma spécialité. Survivre en silence, oui. Construire en silence, oui. Pendant que mon père dormait sous l'effet des analgésiques post-opératoires et que Chloé publiait des photos souvenirs de Saint-Tropez avec des légendes comme « vie douce »,« normes élevées », je vivais dans 2 temporalités à la fois. Dans l'une, j'étais la fille qui empêchait, les provisions du bois, de se vider de son sang. Dans l'autre, je nourrissais encore le rêve que j'avais reporté le soir de cet appel annulé avec l'investisseur. Ça a commencé petit, parce que c'était nécessaire. Une refonte de l'emballage pour une entreprise locale de soupe bio. Une stratégie de fidélisation numérique pour une start-up de plats surgelés à Écully. Un positionnement de menu pour un groupe de café géré par des femmes essayant de percer sur le marché des distributeurs automatiques dans les hôpitaux. Je travaillais après minuit, une couverture enroulée autour de mes épaules et un œil sur la caméra de surveillance que nous avions placée dans la chambre de mon père après sa 2e chute. J'ai constitué des études de cas sous une SARL nommée « Croissance Rive-Nord ». Je n'ai pas utilisé l'argent de la famille. Je n'ai pas volé les clients de l'entreprise. Je n'ai enfreint aucune loi. J'ai simplement utilisé les compétences que j'avais affinées en maintenant l'entreprise de mon père en vie, analyse du marché, psychologie des fournisseurs, storytelling logistique, stratégie de marge, confiance des consommateurs. Et je les ai transformées en quelque chose qui m'appartenait. La première année, j'ai gagné assez pour couvrir les logiciels et les impôts. La 2e année, assez pour commencer à refuser les contrats à faible valeur. La 3e année, assez pour embaucher un designer en freelance et un analyste de données 2 fois par mois. La 4e année, assez pour réaliser discrètement que je ne construisais plus une activité secondaire. Je construisais une porte de sortie. La grande opportunité s'est présentée 6 mois avant que Chloé ne revienne à Lyon. Un réseau régional de services de restauration santé basé à Marseille, l'Hospitalité Campus Bien-être, a lancé un appel d'offres pour un partenaire de rebranding et de croissance opérationnelle multirégionale. Les provisions du bois avaient essayé d'obtenir le contrat grâce à une relation de longue date, et avaient échoué. Je le savais parce que j'avais préparé le dossier de présentation initiale pour mon père. Leur proposition était datée, chère et à côté de la plaque. Elle parlait de prestige alors que le client voulait de la confiance, de la conformité, un message centré sur l'humain et une meilleure expérience pour les patients et leurs familles. J'ai soumis ma proposition via Croissance Rive-Nord, sans y attacher le nom de famille. Ma proposition combinait stratégie de marque, simplification des commandes numériques,
données de fidélisation et un cadre narratif humain façonné par la réalité exacte que j'avais vécue. La nourriture n'est pas qu'un produit quand les familles ont peur, sont en deuil, en guérison ou épuisées. La nourriture devient la seule gentillesse pratique dont elles se souviennent. Cette proposition m'a amené au tour final. Le tour final m'a valu un appel confidentiel. L'appel est devenu un projet de contrat d'une valeur d'un peu plus de 22 millions d'euros sur 3 ans. Énorme pour moi, mais plausible pour un projet de transformation multirégionale sérieux. Je ne l'avais pas encore signé parce que j'essayais encore de croire que je pouvais faire une année de plus pour mon père, puis partir proprement. Puis Chloé est revenue et la famille a décidé que je valais 50 000 euros et une tape condescendante sur la tête. Le lendemain du jour où mon père a annoncé en privé son intention de lui transférer le contrôle majoritaire et la plupart de la succession, il m'a fait envoyer un dossier par l'avocat de la famille. Renonciation à l'héritage, reconnaissance de transfert, restitution de l'accès à la maison, abandon de la procuration. Un langage de sortie en douceur déguisé en sollicitude. À l'intérieur se trouvait une clause de non-concurrence de 5 ans liée aux provisions du bois et à tout travail concurrentiel direct dans la stratégie alimentaire pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Cela m'aurait piégé si je l'avais signé en tant que cadre ou employé. Mais je n'avais été ni l'un ni l'autre, du moins pas officiellement. Pendant des années, mon père avait retardé de me donner le titre que je méritais vraiment, car les titres signifient influence, salaire et valeur documentée. Il voulait l'obéissance sans la structure. C'est finalement devenu son erreur. J'ai apporté les papiers à Inès Martin, l'avocate que j'avais engagée 2 ans plus tôt lorsque j'avais réalisé pour la première fois que j'avais besoin d'une protection juridique contre ma propre famille. Inès avait ce genre d'esprit qui transforme la rage en précision. Elle a tout lu, a tapoté la table une fois et a dit, « Il essaie de vous pousser vers la sortie rapidement car il suppose que vous n'avez nulle part où aller. » Puis elle a levé les yeux. « Vous avez un endroit où aller, n'est-ce pas ?» Je lui ai montré le projet de contrat avec « Bien-être ». Elle l'a lu, a souri une fois, puis s'est penchée en arrière et a prononcé la phrase qui a changé la température de tout mon corps. « Éléonore, la clause de non-concurrence ne couvre pas le travail indépendant effectué avant le déshéritement alors que vous n'avez jamais été officiellement classée comme dirigeante. En clair, votre père a tenté d'effacer votre autorité si complètement qu'il a également effacé son pouvoir de vous contenir. » Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. 5 ans d'épuisement, de deuil, de ressentiment, de loyauté, de culpabilité et d'humiliation sourde ont rencontré ce simple fait juridique et se sont transformés en clarté. Inès et moi avons passé les 2 jours suivants à construire une chronologie. Elle a examiné chaque échange de mails, chaque facture, chaque contrat, chaque enregistrement de calendrier montrant ce que j'avais fait pour les provisions du bois et ce que j'avais construit séparément après mes heures de travail. Nous avons également pris une décision concernant le dîner des actionnaires. Les provisions du bois organisaient un grand événement privé chaque printemps pour les membres du conseil d'administration, les investisseurs, les principaux partenaires et certains médias. Le dîner de cette année à l'hôtel Intercontinental devait présenter Chloé comme le nouveau visage de l'entreprise et rassurer le marché sur la solidité de la succession familiale. Mon père a invité le journal Les Échos, un chroniqueur du Progrès et 2 journalistes de la presse spécialisée locale parce qu'il voulait que la transition paraisse élégante, moderne et inévitable. Inès a regardé cette liste d'invités et a dit très calmement, « Bien. S'ils veulent du théâtre, nous leur donnerons des documents. » Je ne voulais pas de cris. Je ne voulais pas de crise de nerfs. Je voulais quelque chose de bien plus difficile à surmonter pour eux. Une correction publique. Cette nuit-là, de retour dans la pièce où j'avais autrefois scotché des tableaux de médicaments à code couleur à l'intérieur d'un placard, j'ai écrit la lettre que mon père lirait plus tard, le visage devenant rouge. Je ne l'ai pas rendue cruelle. Je l'ai rendue précise. Je lui ai dit exactement ce que ces 5 années m'avaient coûté. Je lui ai dit que chaque fois qu'il louait la vision de Chloé, il louait une confiance bâtie sur un travail qu'elle n'avait pas fait. Je lui ai dit que pendant qu'il se préparait à récompenser l'apparence, je me préparais à incarner pleinement la valeur. Et je lui ai dit qu'au moment où il finirait de lire, il comprendrait ce que signifiait sous-évaluer une fille. Les 48 heures précédant le dîner n'ont pas été glamour. Elles ont été chirurgicales. Chloé flottait dans la maison comme si la fin avait déjà été filmée en sa faveur. Elle a fait venir une styliste pour des essayages. Elle a répété son discours d'acceptation dans la salle du petit déjeuner avec une ring light en équilibre sur des livres de cuisine. Elle a dit à l'un de nos directeurs des opérations de longue date que
les entreprises historiques ont besoin d'un leadership frais et esthétiquement cultivé maintenant, une phrase si vide que je l'ai presque admirée. Puis elle a franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Je l'ai entendu dire à mon père qu'une fois le transfert terminé, il devait se débarrasser des « loyalistes poids morts ». Sa phrase pour désigner le personnel plus âgé qui était, émotionnellement attaché à la manière de faire d'Éléonore. Ces soi-disant loyalistes étaient des gens qui m'avaient aidé à maintenir l'entreprise à flot pendant que mon père réapprenait à monter les escaliers. Maria de la conformité fournisseur. Stéphane des opérations. Denise des comptes hospitaliers. Des gens qui ont manqué les week-ends de leurs enfants parce que la crise de ma famille était aussi devenue leur fardeau professionnel. C'est à ce moment-là que toute la tendresse que j'avais encore pour mon père est morte pour de bon. La veille du dîner, j'ai ouvert une boîte de rangement en plastique au fond de mon placard et j'ai trouvé une vieille tablette remplie de vidéos que j'avais prises pendant la pire année de son rétablissement. Pas pour les réseaux sociaux, pas par sentimentalisme, pour le suivi médical. Un clip le montrait essayant et échouant à soulever une cuillère sans que sa main ne tremble. Un autre me montrait le cochant à travers des exercices d'élocution à 2h13 du matin parce qu'il refusait de s'entraîner avec le thérapeute, mais le faisait avec moi. J'ai regardé 30 secondes et j'ai dû arrêter. Je ne pleurais pas sur l'homme qu'il était devenu en public. Je pleurais la version de la famille que j'insistais à croire existait encore en privé. Puis j'ai trouvé autre chose dans la même boîte. Une note scellée de l'écriture de ma mère. Elle l'avait écrite avant de mourir et l'avait glissée dans un de mes vieux cahiers d'école de commerce. Elle ne faisait que 4 lignes. Éléonore, tu n'es jamais née pour porter les autres pour toujours. Apprends la différence entre l'amour et la disparition. Quand ton moment viendra, ne te rabaisse pas pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Je suis restée assise par terre avec cette note dans les mains pendant un long moment. Puis je l'ai pliée, je l'ai mise dans la poche de mon blazer et je suis retourné au travail. Inès s'était coordonnée avec l'équipe technique de l'événement via un ajout média légitime sous l'annonce en attente de « Croissance Rive-Nord ». Bien-être avait accepté de publier une déclaration le soir même si mon père forçait la révélation de la succession en public, ce qu'il ferait absolument, car les hommes comme lui ne peuvent pas résister à une scène une fois qu'ils pensent posséder la fin. Nous n'avons rien piraté. Nous n'avons rien saboté d'illégal. Nous avons organisé le téléchargement d'un segment médiatique programmé dans la file d'attente de l'événement immédiatement après l'intervention de Chloé. Et nous nous sommes assurés que le technicien de la salle de bal avait la confirmation écrite qu'un élément partenaire de dernière minute pourrait devoir être diffusé. Marc Lambert, le PDG de Bien-être, a accepté d'assister discrètement au fond de la salle avec son vice-président de la stratégie. C'était un homme vif, maître de lui, sans patience pour les drames familiaux et avec un appétit certain pour une exécution propre. Je déteste le népotisme, m'a-t-il dit au téléphone cet après-midi-là. Mais j'adore une révélation précise. Envoyez-moi l'heure de passage. Vers 21h ce soir-là, mon père m'a appelé dans son bureau. Il était déjà en chemise de smoking, les manches boutonnées, la montre polie, la voix ferme. J'attends de toi que tu te comportes bien demain, a-t-il dit. Chloé essaie d'endosser un rôle difficile. Elle n'a pas besoin d'amertume dans la salle. Je l'ai regardé et j'ai demandé, as-tu jamais pensé que je méritais le rôle que tu lui donnes? Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui m'a tout dit. Puis il a dit, tu as été inestimable quand j'étais malade, mais c'était du soutien. Chloé a de la prestance. De la prestance? J'ai presque ri. 5 ans de labeur réduit à du soutien, tandis que 8 semaines de confiance en soi soigneusement mises en scène devenaient du leadership. Je lui ai tendu le dossier sur le champ. Les documents de procuration qu'il voulait, les doubles des clés de la maison, les clés du bureau, les cartes d'accès, tout. Tu auras le reste demain, ai-je dit. Il a semblé soulagé. C'était la beauté cruelle de la chose. Il pensait que la soumission était enfin arrivée. Il n'avait aucune idée que c'était juste le calme avant la correction. La salle de bal de l'Intercontinental ressemblait exactement à la façon dont mon père aimait que le pouvoir apparaisse. Lumière dorée, verre poli, sourire coûteux et suffisamment de personnes importantes dans une même pièce pour le faire se sentir immortel. Au moment où le dessert a été débarrassé, Chloé rayonnait dans une soie pâle, acceptant déjà les félicitations avant que quoi que ce soit ne soit officialisé. Mon père est monté sur le podium et a commencé le discours qu'il avait probablement répété pendant des jours, parlant d'héritage, de résilience et de l'avenir des provisions du bois,
comme si les 5 dernières années s'étaient simplement arrangées autour de lui. Puis il a prononcé le nom de Chloé, et la salle a commencé à applaudir. C'est à ce moment-là que le coursier est arrivé avec l'enveloppe. Il a signé avec une irritation visible, l'a ouverte nonchalamment, puis tout a changé. Ses yeux ont parcouru la page une fois, puis une autre. Le sang lui est monté au cou. Il m'a regardé droit dans les yeux à travers la salle et a hurlé, « Tu ne peux pas être sérieuse !» Les applaudissements se sont tus instantanément. Chloé s'est figée sur le podium, souriant encore une demi-seconde de trop avant que la panique n'atteigne enfin son visage. Je me suis levé lentement et j'ai dit, « Tu devrais continuer à lire. » Pile au bon moment, l'écran de présentation derrière Chloé a changé. Sa diapositive de titre a disparu, remplacée par le logo de « Croissance Rive Nord ». Une vague de confusion a parcouru la salle. Puis Marc Lambert, PDG de « L'Hospitalité Campus Bien-être », s'est levé du fond de la salle et s'est calmement présenté. Mon père l'a reconnu immédiatement. Chloé, clairement pas. Marc a expliqué que Bien-être avait attribué un contrat de transformation stratégique majeur sur plusieurs années, non pas aux Provisions du Bois, mais à Croissance Rive Nord. L'entreprise que j'avais bâtie en silence tout en passant 5 ans à maintenir à la fois le rétablissement de mon père et une grande partie de la réalité opérationnelle invisible de l'entreprise. L'écran a de nouveau changé, affichant cette fois mon nom sous le titre « Fondatrice et stratège principale », suivi des métriques de projet, des clients gagnés et des preuves du travail que j'avais accompli de manière indépendante. Chloé a tenté de se reprendre en parlant d'un « malentendu », mais la salle avait déjà changé de camp. Les journalistes tapaient sur leur clavier. Les investisseurs chuchotaient. Les membres du conseil d'administration fixaient mon père au lieu d'applaudir sa successeur choisie. Je me suis approché de la scène, j'ai pris le micro et je me suis présenté correctement. J'ai expliqué que pendant que ma famille réduisait mes 5 ans de sacrifice à un rôle de soignante et à un licenciement à 50 000 €, j'avais construit quelque chose de réel après minuit, les week-ends et entre les hôpitaux. Puis j'ai annoncé la valeur du contrat avec Bien-être, et j'ai confirmé que tout avait été construit légalement, indépendamment et sans les actifs familiaux. C'est à ce moment-là que l'illusion s'est brisée pour de bon. Mon père m'a accusé de me retourner contre la famille, et j'ai répondu avec la seule vérité qui comptait. Non, j'ai simplement cessé de laisser cette famille faire de moi une main-d'œuvre de l'ombre non rémunérée. Même les personnes qui avaient passé toute la soirée à louer Chloé ne pouvaient pas défendre ce qu'elles voyaient. Un journaliste a posé à Chloé une question de base sur la direction commerciale qu'elle était censée être prête à mener, et elle n'a pas pu y répondre. Un membre du conseil d'administration a demandé à mon père s'il avait vraiment prévu de confier l'entreprise à quelqu'un avec 8 semaines d'implication mise en scène tout en écartant la fille qui avait réellement porté le fardeau pendant 5 ans. Il n'a rien dit, car il n'y avait plus rien à dire. J'ai posé la renonciation à l'héritage signé, la procuration restituée et les clés de la maison et du bureau sur le podium devant lui. Tu voulais tout récupérer, ai-je dit doucement. Félicitations. Puis je me suis éloigné du micro, j'ai serré la main de Marc Lambert et j'ai quitté la scène pendant que la salle explosait derrière moi. Pas avec du drame, mais avec des conséquences. Au moment où j'ai atteint les portes de la salle de bal, Chloé n'était plus l'avenir des Provisions du Bois. Elle était juste la femme debout sous les projecteurs quand la vérité est enfin arrivée. Les retombées ont commencé avant que j'atteigne le voiturier. Le temps d'arriver à ma voiture, Inès m'avait déjà transféré 3 messages de journalistes, 2 de clients potentiels et un d'un observateur de Capital Investissement qui avait simplement écrit « Vous avez changé la dynamique de la salle ». Du jour au lendemain, l'histoire a circulé dans les cercles d'affaires lyonnais plus vite que n'importe quelle déclaration officielle ne pouvait la contenir. Les Échos a titré en premier « La fille invisible déjoue la succession familiale lors de l'événement des Provisions du Bois ». L'article du Progrès était moins dramatique, mais en quelque sorte plus dur, car il se concentrait sur l'échec de la gouvernance. Les investisseurs se soucient moins des drames familiaux que de l'incompétence du leadership, et mon père avait accidentellement mis en scène les deux en même temps. Le lendemain matin, le conseil d'administration des Provisions du Bois a convoqué une réunion d'urgence sans la présence de Chloé pour la session d'ouverture. À midi, mon père avait été déchu de son autorité de succession unilatérale en attendant un examen. En fin d'après-midi, l'annonce de la transition cérémonielle de Chloé avait été suspendue indéfiniment. Cette phrase m'a fait rire plus qu'elle n'aurait dû, mais les conséquences se sont rapidement alourdies. 2 partenaires hospitaliers ont demandé des éclaircissements immédiats sur la stabilité du leadership. Un groupe hôtelier a retardé un renouvellement.
Notre fournisseur d'emballage de longue date a appelé Stéphane directement pour demander s'il devait encore faire confiance aux chiffres existants. 3 employés que j'avais formés m'ont appelé ce week-end-là pour savoir si Croissance Rive-Nord embauchait. L'une d'eux a fondu en larmes au téléphone avant même d'avoir fini sa deuxième phrase, car elle pensait qu'en me restant fidèle, elle était devenue jetable chez Dubois. J'en ai embauché 2 en moins de 10 jours. Chloé a essayé de riposter là où les gens comme elle le font toujours en premier, l'image. Elle a posté une story Instagram en noir et blanc filtrée sur la trahison de ceux qui jalousent le leadership féminin. En moins d'1 heure, les gens enregistraient des extraits du dîner et se moquaient d'elle dans les commentaires, car la femme prêchant le leadership n'avait pas été capable de répondre à une seule question opérationnelle sous pression. Un analyste du secteur sur LinkedIn l'a qualifié de « cas d'étude de la confiance esthétique sans profondeur exécutive ». C'est devenu modérément viral dans notre industrie. 2 collaborations de marque ont discrètement disparu de son profil en une semaine. Une de ses amies a laissé fuiter qu'elle avait commencé à vendre des sacs de créateurs via un revendeur pour couvrir des dettes personnelles, car mon père avait gelé son accès discrétionnaire au fonds tout en se battant avec le conseil d'administration. Je n'ai pas apprécié cela. Mais je ne l'ai pas non plus sauvé de cette situation. Mon père a appelé 3 fois en 5 jours. J'ai ignoré les 2 premiers. Au 3e, j'ai répondu parce que j'en avais assez d'être hanté par la sonnerie. Il a sauté les excuses et est allé droit à la négociation, ce qui était très lui. Nous devons discuter de la stabilisation de la confiance du marché. Il a dit. Pas, je t'ai blessé. Pas, j'ai eu tort. La confiance du marché. Tu veux dire que tu as besoin d'en discuter, ai-je dit. Moi, je vais bien. Il a expiré brusquement. Ne fais pas ça. Faire quoi? Agir comme si ce n'était plus ta famille. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit, famille était le mot que tu utilisais quand tu avais besoin de sacrifice. Affaire était le mot que tu utilisais quand tu niais ma valeur. Tu n'as pas le droit de changer les définitions parce que la salle s'est retournée contre toi. Il a demandé une réunion. Je lui en ai accordé une semaine plus tard, à mon bureau, selon mon emploi du temps, avec Inès présente et la conversation documentée. D'ici là, Croissance Rive-Nord avait sous-loué une suite vitrée à la Confluence. Pas immense, mais réelle. Mon propre bail, ma propre équipe, mon propre nom sur la porte. Mon père est arrivé avec 10 minutes d'avance et a regardé l'espace comme s'il essayait de comprendre comment il avait pu exister sans sa permission. Il n'a pas amené Chloé. La décision la plus intelligente qu'il ait prise de tout le mois. La conversation a duré 90 minutes. Il est arrivé en proposant un langage de partenariat et est reparti en ayant appris à quoi ressemblent les limites quand une fille n'a plus besoin de permission pour les fixer. Je lui ai dit clairement que je ne rejoindrais pas les provisions du bois, que je ne redeviendrais pas sa réparatrice de l'ombre, et que je n'adoucirais pas publiquement ce qui s'était passé pour le mettre à l'aise. Si Dubois voulait travailler avec Rive-Nord sur des projets spécifiques, ce serait sous contrat, au tarif du marché, avec une autorité indépendante, des livrables documentés et aucun contrôle donné à Chloé. Il a qualifié les conditions d'« insultantes ». Inès les a qualifiées de « généreuses ». Le conseil d'administration, quand il a vu le projet, les a qualifiées de « nécessaires ». La conséquence la plus douloureuse pour lui n'a pas été financière. Elle a été structurelle. Pour la première fois de sa vie, il a dû accepter mes conditions parce qu'il n'avait plus le pouvoir de les dicter. Chloé s'en est moins bien sortie à court terme. Le conseil d'administration a exigé qu'elle se retire complètement de tout rôle de direction et s'inscrive à un programme de commerce accrédité avant même de pouvoir être considérée pour une exposition aux opérations. Ma tante Patricia a cessé de mentionner le « leadership naturel » lors des déjeuners de famille. Mon oncle, qui avait loué Chloé pour être assez raffiné pour gérer de gros budgets, est soudainement devenu un ardent défenseur de la méritocratie. C'est drôle comme les valeurs évoluent quand l'embarras devient coûteux. Il y a eu une dernière réplique à laquelle je ne m'attendais pas. En triant de vieux dossiers pour documenter l'historique de la transition pour Inès, j'ai trouvé un reçu de garde-meuble au nom de ma mère. Elle l'avait loué avant de mourir. À l'intérieur se trouvaient des boîtes de mes vieux cahiers, des ébauches de présentation, des croquis d'école, des documents de stratégie et une lettre qui m'était adressée et que j'avais manqué la veille du dîner. Dans celle-ci, elle écrivait qu'elle s'inquiétait que je devienne trop doué pour survivre sans témoin.
Elle écrivait que certaines filles deviennent si compétentes en temps de crise que tout le monde commence à traiter leur force comme un service plutôt que comme un attribut personnel. Elle a terminé par une ligne que je garde toujours dans mon bureau. Quand les gens confondent ton endurance avec ta raison d'être, pars. Cette lettre ne m'a pas rendue plus douce envers mon père. Elle m'a rendue plus stable. Elle m'a rappelé que construire une nouvelle vie n'était pas une trahison. Parfois, c'était la première chose honnête que l'on faisait. 9 mois plus tard, Croissance Rive-Nord occupait l'étage complet. Nous avions 12 clients, une équipe de 14 personnes et la réputation de transformer des marques désordonnées de l'hôtellerie et de la santé en systèmes fiables qui fonctionnaient réellement pour de vraies personnes, pas seulement pour des présentations aux investisseurs. Bien-être a élargi notre contrat. Un groupe de restauration universitaire a signé avec nous. Une entreprise de kit repas dirigée par des femmes de l'île m'a dit qu'elle nous avait choisis parce que « votre travail sonne comme celui de quelqu'un qui a réellement dû maintenir une vie à flot, pas seulement en présenter une ». Cette phrase m'est restée. Le succès semblait moins cinématographique que les gens ne l'imaginent. C'était un sommeil plus tranquille, des chiffres plus clairs, un calendrier qui m'appartenait, la capacité de faire mes courses sans entendre la voix de mon père dans ma tête évaluant mes choix. La capacité de quitter le bureau à 19 h un jeudi en sachant que personne ne pouvait m'appeler pour me faire redevenir invisible. Les provisions du bois a survécu, mais différemment. Mon père a perdu une partie de son contrôle au profit d'une structure de surveillance du conseil d'administration plus forte. Chloé a terminé le premier semestre d'un programme de direction sérieux et, à ma surprise, y est restée. Cela ne l'a pas absoute. Cela l'a simplement rendue plus réelle. Nous nous sommes croisés pour la première fois seul à Pâques chez ma tante. Elle avait l'air différente sans sa couche de performance. Plus calme, moins polie, plus épuisée, mais aussi moins creuse. « J'ai été horrible avec toi », a-t-elle dit, debout près de l'évier pendant que tout le monde se disputait à propos de la tarte. Pas seulement au dîner. Avant. Pendant des années. Je l'ai regardée et j'ai dit « oui ». Elle a hoché la tête comme si elle méritait cette réponse, ce qui était le cas. Puis elle a demandé si je pensais que les gens pouvaient apprendre après avoir reçu ce qu'ils n'avaient pas mérité. Certains le peuvent, ai-je dit, si l'humiliation ne devient pas toute leur personnalité. Ce n'était pas du pardon. C'était la première conversation honnête que nous ayons jamais eue. Mon père a mis plus de temps. Il a demandé une réunion formelle un mois plus tard. Cette fois, pas à propos de contrat, juste un café. J'ai failli dire non. Puis je me suis souvenu que les limites sont plus fortes lorsqu'elles sont choisies, et non évitées. Alors j'ai dit oui. Dans le hall d'un hôtel, en plein jour, pendant 40 minutes. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, mais moins blindé. Il n'a pas commencé avec le langage du marché. Il a commencé par « j'ai eu tort ». 4 mots simples, puis d'autres, lentement, maladroitement, comme si les excuses étaient une langue qu'il avait été forcé d'apprendre sur le tard. Il a admis qu'il avait confondu la loyauté avec la disponibilité, la compétence avec le devoir, et le raffinement de Chloé avec la préparation. Il a admis que lorsque j'étais à ses côtés en rééducation, il s'était en quelque sorte convaincu que parce que j'étais resté, je resterais toujours. Je pensais que tu pouvais l'encaisser, a-t-il dit. C'était ça le problème, ai-je répondu. Tu as traité ma capacité comme un consentement. Il a fermé les yeux une seconde après ça. Je ne pense pas que les hommes comme mon père apprécient d'être compris avec autant de précision. Il a demandé si je pourrais un jour lui faire à nouveau confiance. Je lui ai dit que la confiance n'était pas un discours, pas un dîner de famille, pas une réunion émouvante. La confiance était un schéma, de la distance, du respect, de la constance. Et même alors, tout ce qui est cassé ne redevient pas ce qu'il était avant. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. C'était important. Au printemps, les Provisions du Bois et Croissance Rive-Nord ont collaboré sur un projet limité pour un système hospitalier de taille moyenne, selon les termes exacts que j'avais fixés. Pas de langage familial, pas de travail de l'ombre, pas de supposition. Juste du travail, un périmètre, des factures et des responsabilités. Ça s'est bien passé. Pas parce que nous avions guéri par magie, mais parce que je refusais d'entrer dans une pièce où ma valeur dépendait de l'interprétation correcte de l'amour. Le dernier moment de cette année est survenu lors d'un petit événement interne dans mon propre bureau,
quand l'une de mes jeunes stratèges m'a demandé pourquoi j'avais gardé les vieilles clés de la maison dans une boîte en verre sur une étagère. Je lui ai dit que c'était parce qu'elle me rappelait que rendre quelque chose n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est la preuve que vous comprenez enfin que ce n'était jamais vraiment à vous de le porter. Si vous vous demandez si j'ai complètement pardonné à mon père, la réponse honnête est non. Pas de la manière sentimentale dont les gens aiment emballer les fins. Ce que j'ai construit à la place était meilleur qu'un pardon total. J'ai construit une distance avec dignité. J'ai construit un travail avec des limites. J'ai construit une vie où personne ne peut appeler mon sacrifice de l'amour tout en le tarifant comme de la commodité.